Avant les exemples concrets de cet après-midi, qui seront forcément en cohérence avec les discours de ce matin, je vais appeler le dernier intervenant, Patrick Vendrome, nouveau président de l'Union des Maisons Françaises, président des Maisons France Confort. Quand j'ai demandé à Patrick de venir, et merci beaucoup, je sais qu'il y a un événement important au sein du groupe et que vous avez fait le choix d'être parmi nous, on en est très heureux. La question qui a été posée, elle est assez large, mais je pense qu'elle va rebondir sur le produit dont a parlé André. Quelle est la vision de l'Union des Maisons Françaises sur le métier actuel et surtout futur du constructeur, Patrick? Merci Olivier. Tout d'abord, c'est un grand honneur pour moi de participer à ce colloque organisé de main de maître par Olivier Pochol. Et puis j'ai commencé, parce que vous ne me connaissez peut-être pas tous, j'ai commencé par me présenter, si vous me le pardonnez. Donc il y a 3 ans, j'étais venu participer à une table ronde, là c'était en tant que constructeur, mais comme j'insiste sur ce mot constructeur, parce que je suis toujours un constructeur, avant tout, puisque je préside le groupe Maison France Confort depuis plus de 30 ans aujourd'hui, donc qui est un groupe familial créé en 1919 par mon arrière-grand-père. Donc je suis le représentant de la 4e génération et la 5e génération est aujourd'hui à mes côtés. Notre entreprise est donc spécialisée dans la maison individuelle. Nous sommes le leader national avec près de 5000 maisons livrées l'année dernière. Et nous sommes également le premier acteur de l'accession à la propriété, loin devant les sociétés, les grands promoteurs comme Bouygues, Nexity, qui certes font plus de logements que nous, mais dont leur part en accession est quand même beaucoup plus faible. Donc, et pour ceux qui me connaissent, par contre, vous savez, je suis donc né dans la maison individuelle. La maison familiale est juste en face de mes bureaux. Donc, je suis né dans la maison individuelle et j'avoue que la maison individuelle, il faut le savoir, c'est toute ma vie. Et lorsque notre président d'honneur, Christian Louis Victor, après 27 ans de présence à la tête de notre syndicat, a décidé de ne pas se représenter, il m'a sollicité gentiment, ainsi que notre bureau national et beaucoup de mes confrères pour lui succéder. Alors je vous avoue très sincèrement que ce n'était pas forcément dans mes projets personnels, mes projets professionnels également, mais j'ai estimé qu'il était de mon devoir de rendre à notre belle profession ce qu'elle m'avait apporté. Et surtout, et aujourd'hui, de mener à bien les grands challenges que notre union a devant elle aujourd'hui. Donc, après avoir été élu par mes pairs, j'assume donc c'est tout récent, depuis la fin du mois de mars, donc je suis encore dans les 100 jours, la présidence de notre syndicat à l'Union des Maisons Françaises, et c'est par contre à ce titre que je suis présent à ce colloque et très heureux, sachez-le, d'être parmi vous. Donc, j'ai assez parlé de moi, maintenant je vais parler de notre union et je souhaiterais vous faire savoir donc en préambule qui nous sommes et qui est l'Union des Maisons Françaises. L'UMF, c'est d'abord et c'est aujourd'hui un syndicat professionnel dont l'objet est la promotion et la défense de la maison individuelle en secteur diffus, même si notre métier est en pleine mutation et j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et nous pouvons décliner notre action en 4 points. Le premier point, ça porte sur l'éthique. L'Union des Maisons Françaises, donc c'est les nouveaux noms. Avant, nous appuyons, c'était l'Union nationale des constructeurs de maisons individuelles. L'Union des Maisons Françaises s'exprime depuis 1961, c'est-à-dire depuis 54 ans. Et elle exprime la volonté commune de professionnels représentatifs et exigeants, soucieux de faire évoluer leur métier et les services apportés aux acquéreurs, et ce, dans le cadre d'un cadre juridique très protecteur. Le deuxième point, il porte sur l'action. Et dans cet esprit, les constructeurs membres de notre union s'attachent à offrir toujours plus de fiabilité pour celui qui s'engage sur le chemin de la construction. Ce sont des actions, ce sont des réunions régulières de travail, d'explications et d'échanges avec nos clients, bien entendu.
Ce sont des réalisations d'études pour connaître leurs nouvelles attentes concernant le produit maison, qui doit s'adapter à son architecture, par son architecture, excusez-moi, par sa conception, ses fonctionnalités, mais aux évolutions de plus en plus rapides d'une société en constante mutation. L'action, c'est aussi la mise au point de nouveaux produits et de nouveaux process avec nos partenaires que je salue, et grâce auxquels nous donnons aujourd'hui les moyens d'anticiper les demandes et les réglementations de demain. Et enfin, nous menons des actions constantes d'information et de proposition auprès des gouvernements, auprès des pouvoirs publics, auprès des élus et auprès des médias. Le troisième point concerne la représentation. L'Union des maisons françaises est un syndicat, et le syndicat, largement représentatif de la profession, puisqu'il regroupe à ce jour près de 600 marques adhérentes, admises après examen de dossiers, 600 marques réparties sur l'ensemble du territoire et qui représentent aujourd'hui près de 55% du marché français de la maison individuelle. L'Union des maisons françaises assure son action de proximité à travers chacun de nos départements en France métropolitaine, mais également en Outre-mer. Et tous ces départements sont réunis au travers 19 délégations régionales aujourd'hui. Le quatrième point, c'est l'information et la formation. Aujourd'hui, notre rôle est aussi, bien sûr, d'informer nos clients pour qu'au-delà des mots, dans les faits, le rêve de Maison des Français se concrétise dans les meilleures conditions, avec des constructeurs sérieux, bien entendu, et des constructeurs respectueux de leur métier. Notre rôle est aussi d'informer nos adhérents, dont beaucoup sont dans cette salle, les informer des évolutions techniques, réglementaires, juridiques, mais aussi de former leurs collaborateurs, et notamment par la licence conducteur de chantier, qui a vu le jour en cette ville d'Angers, sous la houlette de Bernard Jambert, que je salue. J'aimerais maintenant évoquer avec vous les évolutions fortes de notre métier, des évolutions qui sont en parfaite cohérence avec les nouveaux besoins de nos clients. Ceux qui pensent qu'il ne restera rien de la crise financière mondiale et que les comportements, passé leur âge, redeviendront identiques au passé, je pense, se trompent lourdement. Devenu encore plus réfléchi et responsable, le consommateur se devra d'être encore plus sélectif dans ses investissements. L'acquisition de sa résidence principale s'avère depuis longtemps et s'avérera encore comme l'acte le plus important de sa vie. C'est l'aboutissement d'un épanouissement familial, mais c'est aussi l'assurance vie et la constitution d'un patrimoine qui permettra, lorsque ses revenus auront baissé, d'avoir une retraite confortable sans loyer à payer. Et je le dis souvent, si on n'est pas propriétaire de son logement pour sa retraite et que l'on doit supporter un loyer, bien beaucoup de nos compatriotes atteindront le seuil de pauvreté et qui sera bien entendu, qui retombera à la charge, disons, du budget de l'État. Mais cet acte important, celui de devenir propriétaire, doit se réaliser dans un cadre sécurisé juridiquement et financièrement, mais aussi, bien entendu, qualitativement. La reconstruction d'après-crise, nécessaire, on l'a vu avec André, et qui commence à se dessiner, on l'a également vu, repose et reposera plus que jamais sur la capacité au réalisme dans les constats autant que dans les objectifs. Édifier son patrimoine économique en étant propriétaire et, au-delà, satisfaire son aspiration à maîtriser son environnement immédiat dans sa maison mérite bien entendu d'être accompli par les acteurs sécurisants et des acteurs responsables. L'UMF, l'Union des maisons françaises, de par le travail de réflexion, le travail de formation, de propositions législatives, de valorisation du produit maison et d'innovation, se veut
être un pôle de réflexion capable de catalyser les énergies des chefs d'entreprise et de leurs collaborateurs pour répondre aux besoins et aux désirs des accédants à la propriété d'une maison. En confiant leur projet de maison à un adhérent de l'Union des maisons françaises, les familles trouveront des entreprises et des hommes qui, au-delà de ce que je viens de vous dire, ont compris qu'une autre révolution apparaît, c'est celle de l'économie verte, une économie verte qui se situe au croisement d'une exigence économique à la rareté des ressources et aussi à une exigence éthique afin de respecter les futures générations. Et cette nouvelle économie, elle va sans doute bouleverser nos modes de vie et nos modes de production. Et elle touchera tous les secteurs. Celui de l'énergie a commencé, bien entendu, mais aussi celui de l'automobile, celui des transports et celui de la construction. Tous ces secteurs vont être concernés par cette nouvelle dimension. L'Union des maisons françaises et ses adhérents ont bien sûr intégré cette problématique dans leur approche produit, et cette approche produit est au cœur d'un grand concours annuel des challenges des maisons innovantes, en coopération avec le monde des grands industriels, que ce soit fabricants de composants pour la maison, mais également des grands énergéticiens, des bureaux d'études et du monde financier. Créativité, compétitivité, sécurité, voilà bien les trois fondements qui définissent les objectifs de notre Union. Les constructeurs ont toujours su évoluer. Ce sont des gens responsables qui sécurisent l'accès des familles à leur logement en offrant des services tels que l'aide au montage de dossiers de financement, la recherche foncière et bien sûr la conception et la construction de leur maison. Et ça, le tout dans un cadre juridique sécurisé qui est aujourd'hui certainement le plus protecteur pour les acquéreurs, avec une garantie de remboursement de la compte à la commande, une garantie de livraison à prix et délai convenus, garantie de paiement des sous-traitants, respect de la réglementation thermique 2012, de la loi sur le handicap, sur le sismique, etc., etc. De par leur métier de proximité avec leurs clients, les constructeurs sont les premiers prescripteurs aujourd'hui de l'habitat pour les communes. Et on l'a vu avec les slides tout à l'heure. Également, on l'a vu, la société et le marché sont en pleine mutation. Et la montée en puissance d'Internet, et plus généralement la nouvelle génération de clients qu'on appelle les clients, la clientèle digitale, ont conduit les constructeurs de maisons, bien sûr, à faire évaluer leurs pratiques commerciales et leur offre produit. Et je suis un petit peu d'accord avec André, il faut que l'on change un peu notre approche commerciale, mais c'est le cas quand même, André, aujourd'hui, ça change. Savez-vous qu'aujourd'hui, chez beaucoup d'entre nous, 60% des prospects sont issus de contacts Internet, et ce qui représente sur ces 60% de prospects, ça représente à peu près 40% de nos ventes. Donc on voit quand même que notre métier a complètement changé dans son approche de communication. Et ces évolutions, bien sûr, ont également impacté nos bureaux d'études qui, en très peu de temps, ont dû se former à travailler sur la densité, c'est-à-dire en tenant compte des mitoyennetés, de la mixité et, bien entendu, donc du bien vivre ensemble. De par ces évolutions, et puis notre connaissance fine de la demande des familles, les constructeurs peuvent apporter leur contribution au montage d'opérations individuelles ou d'opérations groupées dans les secteurs ruraux, périurbains ou urbains. Alors bien sûr, n'hésitez pas, mesdames, messieurs, à les solliciter en amont de vos projets. En effet, nous pensons que la maison individuelle est une réponse intéressante à la crise actuelle, et ça confirme les interventions de mes prédécesseurs à la tribune, une réponse intéressante à la crise actuelle pour 3 raisons évidentes. Le premier, c'est le produit souhaité par 80% des Français. Le second, c'est le produit qui s'adapte le mieux à tous les territoires, urbains, périurbains, rural. Et le troisième, et c'est peut-être le plus important, c'est le produit le moins cher et le plus accessible financièrement.
Pour conclure, je rappellerai que le logement subit maintenant depuis 4 ans une crise profonde, une crise même historique, liée notamment à l'inquiétude des familles concernant leur environnement économique. Et puis les réglementations successives ont certes permis bien sûr une évolution positive du produit maison individuel, mais malheureusement elles ont aussi fait flamber les prix. Et notamment la loi sur le handicap, par exemple, ça coûte à peu près 3% du prix d'une opération. La réglementation sismique, c'est à peu près, pour les régions concernées, 5%. La réglementation thermique 2012, c'est 9%. Donc vous voyez que le prix de nos maisons n'a pas tellement flambé par le prix des matériaux, par le prix de la main-d'œuvre, mais a particulièrement flambé par le prix des réglementations qui nous sont incessamment imposées. Mais bien sûr, notre profession a toujours su s'adapter et nous sommes, et vous le savez, nous sommes aussi en pleine mutation. En effet, bien sûr, notre cœur de métier restera de construire des logements individuels, des maisons individuelles pour y loger des familles. Mais cependant, nous travaillons et nous avons beaucoup travaillé pour faire évoluer nos offres vers de l'habitat groupé et vers la rénovation, qui sont pour nous des relais de croissance fort intéressants pour demain. Et le seul intérêt d'une crise comme celle que nous traversons aujourd'hui, que nous avons traversée, j'allais dire, est qu'elle nous oblige à repenser nos fondamentaux. Alors, vous les élus en charge du logement, et vous, les professionnels du bâtiment, n'hésitez pas à travailler très en amont avec mes collègues constructeurs, car c'est en mettant en synergie vos aspirations d'élus, d'urbanisme, d'aménageurs privés et publics, d'architectes, de bailleurs sociaux, et notre connaissance des souhaits des familles, bien sûr que nous, les familles que nous rencontrons au quotidien, c'est ainsi, je pense, en mettant en place ces synergies, que nous trouverons les réponses les plus adaptées à nos territoires pour permettre au plus grand nombre de Français d'accéder à leur logement, voire encore mieux, d'accéder à la propriété. Je vous remercie. Merci Patrick pour cette intervention. Petit jeu de questions-réponses. Vous avez parlé du challenge des maisons innovantes qui existe depuis 10 ans. Je pense que tout le monde ne le connaît pas, même si beaucoup de lauréats sont dans la salle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Il y a quelques lauréats dans la salle et puis il y a surtout une organisatrice qui est dans la salle. Donc le challenge des maisons innovantes, c'est une manifestation, c'est même pratiquement la plus grosse manifestation de notre union. L'idée, c'est quoi ? C'est de réunir, nous sommes à peu près 300, donc 250 constructeurs et plus d'une cinquantaine de partenaires. Donc de nous réunir une fois par an pour justement faire valoir notre métier. On nous reproche souvent de faire des petites maisons individuelles. Bon. Mais on ne fait pas que des petites maisons individuelles, on fait également d'autres choses. Et notamment, on s'intéresse à beaucoup de sujets. Par exemple, l'un des thèmes de ce challenge, donc ce challenge c'est quoi ? Ce sont des constructeurs qui s'associent avec des partenaires industriels pour présenter un projet de maison réalisé, pour la plupart. Et on définit chaque année plusieurs thèmes. Donc cette année, nous avons le thème un petit peu récurrent aujourd'hui, c'est la maison dans la ville. Quelle est la place de la maison dans le tissu urbain ? Donc il y aura 3 ou 4 dossiers qui seront présentés. Et toute la salle votera, donc les 300 ou 350 personnes présentes voteront pour désigner quel est le lauréat de cette catégorie maison de ville. Nous avons également, et j'en ai parlé, la maison rénovée, donc qui est vraiment un axe de développement pour nos produits. Et ça rejoint ce que disait André sur le fait que l'ancien, notamment en province, devient notre premier concurrent. Et donc des maisons pas chères, mais c'est des maisons qui ont besoin d'être rénovées. Et donc là, on a, je pense, un très beau chantier devant nous. On a également une catégorie qui s'appelle les réalisations remarquables. Donc ce sont des maisons qui sortent de l'ordinaire,
de par leur architecture, leur conception, leur distribution. Et puis enfin, le dernier sujet cette année, c'est, je vais prendre un mot anglais, le concept house, en deux mots, des maisons, la maison de demain, avec de nouvelles idées, de nouveaux services. Donc autour de ces 4 thèmes, nous allons débattre pendant 2 jours. Et nous allons donc désigner 3 lauréats et une médaille d'or, d'argent et de bronze pour chacune de ces catégories. Donc c'est une grosse manifestation qui met en avant, je pense, notre métier et qui a pour but quand même de sortir la profession par le haut et non pas d'être considérés toujours comme des pavillonneurs. On fait des petites maisons et il faut qu'on fasse des petites maisons, mais on sait également faire plein d'autres choses et c'est là quand même une des grandes évolutions de notre métier depuis 10 ans. D'accord, merci beaucoup. Question aussi, l'idée était dans l'introduction d'exprimer qu'on voulait démystifier les idées reçues, et il y en a une pour laquelle je vais vous donner la parole, c'est on oppose souvent la maison individuelle son impact écologique en termes de déplacement entre le domicile et le travail. Au titre de président de l'UMF, mais aussi de président de France Confort, pouvez-vous nous faire part de vos réflexions à ce sujet ? En tant que UMF, nous avons présenté un projet justement au Challenge des maisons innovantes, puis là je vais prendre ma casquette de constructeur, et effectivement c'est un reproche qu'on nous fait, à tort, c'est d'éloigner les Français de leur lieu de travail, ce qui n'est pas forcément vrai, et surtout de les obliger à prendre une voiture pour aller de leur travail à leur domicile, et réciproquement. Et donc, c'était en 2012, nous avons eu l'idée de créer une maison. Donc, on s'est associé avec 17 grands partenaires. Les partenaires, c'était Saint-Gobain, Schneider, tous les grands, et également des partenaires techniques. On a associé le Crédit Foncier, également à nos travaux. Et on a créé tous ensemble une maison qui s'appelle le Concept MFC 2020. C'est une maison à énergie positive qui non seulement s'autosuffit en consommation d'énergie, y compris le déplacement en voiture du domicile à son travail, sur une base de 40 km par jour. Et là, on s'est associé avec BMW pour la voiture, parce que pour tout vous dire, on n'a pas trouvé de constructeur français pour nous suivre. Et donc cette maison, c'est une équation qui dit que c'est 0 énergie, tout service confondu, y compris le transport, et c'est 0 émission de CO2. Donc on a fait la démonstration que l'on pouvait concevoir et construire une maison qui réponde justement aux critiques qui nous sont souvent faites dans ce domaine. Merci, je pense que c'était important de dire que le produit évolue et qu'on va régler aussi ces débats-là. À l'image de notre profession, on a parlé de reprise. Comment votre groupe traverse-t-il cette période complexe et sentez-vous les signaux de la reprise ? Je ne vais pas parler de notre groupe, je vais parler de la profession. Bon, André l'a évoqué tout à l'heure. Les choses, on a quand même vécu 4 années de crise de descente, et sincèrement, c'est une crise historique. J'ai connu, certains d'entre vous peut-être, 92-93, on pensait qu'on ne pouvait pas faire pire, mais là, on a fait pire. Donc depuis 2011, 2012, 2013, 2014, on est quand même en chute libre. 50% de moins, c'est quand même monstrueux. Et en octobre, au miracle, les pouvoirs publics et le nouveau gouvernement et sa nouvelle ministre décident de revisiter le prêt à taux zéro et du moins de redéfinir notamment le zonage, les montants alloués, les plafonds de ressources, et ont sincèrement répondu à ce que nous attendions dans ce domaine du prêt à taux zéro, qui malgré tout représente, aujourd'hui dans notre profession, on construit à peu près 70% de maisons pour des primo-accédants. Et la moitié de ces primo-accédants ont accès à un prêt à taux zéro. Donc c'était quand même très important. Et donc en octobre, au 1er octobre, le nouveau prêt à taux zéro a été mis en place, et je vous dis, au miracle, depuis le 1er octobre, ça va mieux. Donc on est resté à peu près stable en octobre. On a commencé à constater une hausse de prise de commande en novembre, en décembre, qui s'est confirmée en janvier, février, mars, avril,
Je n'ai pas encore les chiffres de mai, mais je pense qu'ils sont à peu près même si le mois de mai est toujours un petit peu compliqué. Enfin, sincèrement, ça fait quand même maintenant 7 mois que nous enregistrons des prises de commandes en augmentation. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle, ce qui veut dire que fin de cette année 2015 et début de l'année 2016, on devrait retrouver une activité sur les chantiers beaucoup plus soutenue que celle que l'on a connue jusqu'à présent. Et on voit l'intérêt quand même de ce nouveau prêt à taux zéro, parce que on a constaté également que le prix de vente moyen des maisons, qui depuis des années, chaque année, réglementation aidant, on avait des prix de vente qui augmentaient. Là, depuis octobre, on a des prix de vente qui ont diminué de l'ordre de 2 à 3%. Ce qui veut dire qu'en fait, on a reconquis une clientèle de primo-accédants très modeste, qui ne pouvait pas construire avec l'ancien système, l'ancien prêt à taux zéro, et qui le peuvent avec le nouveau. Donc, message d'espoir pour terminer cette intervention. Ça va mieux, on a tous souffert pendant ces 4 dernières années. Là, on commence, comme on le dit souvent, à voir le bout du tunnel, et j'espère que ça va se confirmer dans les mois et dans les années qui viennent. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup aux intervenants pour la qualité de leur élocution et puis la vulgarisation de tous leurs propos. Ce que je vous propose, après une matinée dense en informations, avant de voir la traduction de tout ça en exemples concrets cet après-midi, c'est qu'on passe à la pause déjeuner, qu'on puisse se restaurer, et je vous demanderai d'être ponctuel et de revenir en salle pour 14h. Bon appétit à vous toutes et tous.